Le dénommé Li de Cao était un bachelier de la sous-préfecture dont la famille vivait dans une large aisance. Mais leur résidence n'était pas très étendue. En fait, ils disposaient derrière les bâtiments d'un jardin de plusieurs mots laissé à l'abandon. Un jour, se présenta un homme d'âge avancé. Il proposait d'emblée 100 taels pour la location annuelle d'un logis. Li s'excusa de n'avoir aucune chambre de libre. « Je vous en prie, acceptez mon offre. Vous n'aurez nul souci à vous faire. » Sans bien comprendre ce qu'il voulait précisément, Li y consentit, dans l'intention d'en avoir le cœur net. Le lendemain, des villageois aperçurent une foule bigarrée de parents et dépendants entrer chez les Li, en voiture ou à cheval. Suspectant la résidence d'être moins paisible qu'elle n'en avait l'air, ils questionnèrent le bachelier qui tomba des nues. À son retour, Li examina les lieux sans découvrir la moindre trace de cette prétendue irruption. Quelques jours plus tard, le vieil homme revint lui rendre une visite inopinée. « Voici plusieurs soirées que nous avons passées sous votre aimable protection. Il nous a fallu monter le fourneau, aménager le foyer et mettre sur pied 1000 autres choses tant bien que mal, ce qui ne nous a pas encore laissé le loisir de remplir nos devoirs d'autres connaissants. J'ai confié à mes filles le soin de préparer un modeste repas. Nous serions heureux que vous consentiez à nous faire l'honneur de votre présence. » Li le suivit, pénétra dans le jardin et eut la surprise d'y découvrir un superbe bâtiment flambant neuf. Il entra. Tout était disposé magnifiquement. Les tripodes à vin chauffaient sous la galerie, le fumet du thé montait des cuisines. On servit peu après des boissons et des mets raffinés, délicieusement cuisinés. On apercevait un va-et-vient incessant de jeunes gens en grand nombre, et l'on entendait les éclats de rire de filles et de garçons bavardant derrière les tentures. On avait l'impression que valets et servantes se comptaient par dizaines, voire jusqu'à la centaine. Li comprit que tous ces gens étaient des renards, mais n'en laissa rien paraître. À son retour, après le banquet, il conçut l'idée de les exterminer. Chaque fois qu'il allait en ville, il achetait du soufre et du salpêtre, dont il accumula ainsi plusieurs centaines de livres. Il embourra secrètement le jardin et mit brusquement feu au mélange explosif. Des flammes immenses jaillirent jusqu'aux étoiles, tel un monstrueux champignon qui serait noir. L'odeur suffocante et la cendre aveuglante ne permettaient pas de s'en approcher. On n'entendait plus que cris, pleurs et bousculades dans un vacarme assourdissant. Dès que tout fut éteint, Li entra constater les dégâts. Les cadavres de renards, têtes roussies, tempes brûlées, jonchaient le sol, innombrables. Au moment même où il inspectait les lieux, le vieil homme surgit, venant du dehors, la mine défaite. Il s'en prit aussitôt à Li. « Vous n'aviez pourtant aucune raison de nous en vouloir. 100 taels par an pour un jardin à l'abandon n'est pas une somme négligeable. Comment peut-on avoir la cruauté d'anéantir un clan entier? Cette atrocité innommable ne saurait rester invengée. » Il s'en fut, brûlant d'indignation. Li pensait que la malédiction lui donnerait au moins droit à quelques jets de pierre. Mais l'année s'écoula tout entière sans le moindre incident. C'était alors l'époque des premières années de la nouvelle dynastie impériale. La montagne recelait des bandes qui surgissaient de toutes parts, formant souvent des rassemblements dépassant 10 000 hommes, contre lesquels les autorités locales étaient impuissantes. Avec sa famille nombreuse, il n'était de jour sans que Li s'inquiétât de tous ces désordres. Il se trouvait qu'un devin était de passage dans le village, le vieux des montagnes du sud. Ses jugements avaient la réputation d'être infaillibles. Il lui suffisait d'un simple regard, méthode qui faisait grand bruit dans toute la région. Li l'invita chez lui et le pria de lui tirer son horoscope. À son entrée,
le vieil homme prit une mine effrayée, se leva respectueusement et s'exclama « Voici notre vrai souverain ». Sursautant à ces mots, Li pensa que le vieux divaguait, mais celui-ci les répéta avec assurance et gravité. Quoiqu'en proie au doute, Li commençait à le croire à moitié. Il objecta « A-t-on jamais vu quelqu'un recevoir à main nue le mandat du ciel, puis devenir empereur ?» Mais si, de tout temps, les souverains sont le plus souvent sortis du peuple, quel fondateur de dynastie aurait été fils du ciel dès la naissance? Ébranlé, le bachelier lui avança une natte et le pria de consentir à devenir son conseiller, en vue de cette ambitieuse entreprise. Le vieux ne se fit pas prier et se donna d'emblée le prestigieux sobriquet de dragon couché. Il lui suggéra de préparer son ascension en se procurant plusieurs milliers de cuirasses et autant d'arcs ou d'arbalètes. Comme Li craignait que nul ne se joignît à sa personne, le vieux proposa « Je prie votre majesté de m'autoriser à unir les bandes des différentes montagnes par de solides alliances et à répandre partout la rumeur que votre majesté est le vrai fils du ciel. Je suis convaincu que ces troupes disséminées répondront à notre appel. » Li lui en confia volontiers la mission, tandis qu'il ouvrait son trésor pour la fabrication des armes. Le vieil homme revint quelques jours plus tard, annoncer « Grâce au prestige de votre majesté, soutenu par ma faible éloquence, il n'est pas un chef de bande qui ne consente à suivre votre bon plaisir, rênes et fouets à la main. » Effectivement, en moins de 10 jours, des milliers d'hommes se mirent sous ses ordres. Formant une armée sous le commandement du vieil homme, ils levèrent de grandes bannières, plantèrent une forêt d'étendards multicolores et dressèrent des palissades pour défendre leur point d'appui dans la montagne. Le bruit de leur puissance faisait trembler la région entière. Le sous-préfet tenta une expédition punitive qui se solda par une cuisante défaite, infligée par le vieux conseiller à la tête de sa troupe de bandits. Le mandarin prit peur et se déclara en danger auprès des autorités supérieures de Yuezhou. On fit intervenir des forces venues de loin, mais à leur arrivée, le vieux devin leur tendit une embuscade et, passant à l'attaque, les mit en complète débandade. Il y eut un grand nombre de morts et de blessés parmi les officiers. Le prestige des hors-la-loi ne fit qu'y gagner, et leur parti crut jusqu'à se compter en dizaines de milliers. Leur chef se donna en conséquence le titre de prince des 9 montagnes. Inquiet du manque de chevaux, le vieux conseiller dépêcha un détachement en capturer un convoi, lequel se trouvait sur une route stratégique menant de la capitale à la région au sud du fleuve. Le nom de prince des 9 montagnes connut dès lors un grand retentissement. Li conféra à son adjoint le titre de généralissime protecteur de l'État. Dans son repère montagneux haut perché, sa confiance en lui désormais consolidée, il pensait que le moment d'endosser la robe impériale ne serait plus qu'une question de jours. À la suite de l'audacieux vol de chevaux, le gouverneur s'était décidé à lancer une opération d'envergure. Quand lui parvint le rapport émanant de Yuezhou, il dépêcha un corps d'élite de plusieurs milliers d'hommes progressant par 6 voies différentes, en vue d'envelopper et d'anéantir l'adversaire. Les vallées adjacentes étaient remplies des drapeaux de tous ces détachements. Grandement alarmé, le prince des 9 montagnes convoqua son conseiller en vue d'aviser à un plan, mais ce dernier était devenu introuvable. Privé des sources d'un stratège en ce péril extrême, le prince ne sut que monter sur un sommet et, regardant au loin l'ennemi, ne put que se dire « Je sais aujourd'hui combien la cour est puissante ». Le repère emporté d'assaut, il fut capturé et son clan exterminé jusqu'au dernier, femmes et enfants. Il comprit alors que le vieux devin était le renard qui avait ainsi vengé les siens.
le chroniqueur de l'étrange. Qui chérit femme et enfants reste chez lui, porte close, sans se mettre en tenue. Quelle occasion d'être exécuté peut-il alors fournir? Et s'il l'était malgré tout, pourquoi son clan serait-il exterminé? Quelle astuce dans la stratégie du renard! Mais, si régulièrement arrosé qu'il le soit, terrain sans semaille ne produirait rien. Sa cruauté dans l'extermination des renards montre qu'il portait en lui le cœur d'un brigand. Il ne restait au renard qu'à laisser croître les pousses pour exercer sa vengeance. Essayez donc d'arrêter un passant pour lui dire « Vous êtes le fils du ciel ». Il n'en est pas un qui ne s'enfuirait épouvanté. Alors qu'il le menait de toute évidence à l'extinction de son clan, il lui avait prêté une oreille complaisante. Femmes et enfants furent massacrés. Que dire de plus? Pourtant, lorsque courent des propos de rébellion, on commence par se fâcher, puis, à les entendre répéter, naît le doute et l'on finit par y croire, pour ne reconnaître son erreur qu'au moment où la vie et la réputation sont perdues. Ainsi en est-il généralement.